Sans surprise, Arlala Ramanatsoa, issu du camp présidentiel, sera le prochain maire de la commune urbaine d'Atananarivo. Cependant, le conseil municipal sera majoritairement composé de conseillers issus de l'opposition. Les récentes déclarations du général Richard Ravalomanana, actuel président du Sénat, sur la situation nationale continuent à susciter de nombreuses interrogations. L'une des plus importantes concerne le fait qu'en tant qu'officier supérieur à la retraite, peut-il encore commander des officiers en activité ? De l'actualité internationale, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé vendredi être parvenu à un accord sur la libération des otages détenus dans la bande de Gaza, ajoutant qu'une réunion du cabinet de sécurité était prévue dans la journée pour l'examiner. Sans surprise, la candidate du camp présidentiel Irmar, Arlala Ramanatsoa, sera le prochain maire de la commune urbaine d'Atananarivo pour les 5 prochaines années, accompagnée de 55 conseillers municipaux. C'est ce qui ressort des résultats officiels des élections communales proclamés ce jour par le tribunal administratif. Ce nouveau maire n'a toutefois pas obtenu la majorité des sièges au conseil municipal, avec seulement 23 conseillers contre 32 pour l'opposition. Pour la commune urbaine d'Antananarivo, Arlala Ramanatsoa a été élu maire. Le conseil municipal sera composé de 55 sièges qui se répartit comme suit. L'indépendant Yariv Mandjous a obtenu un siège, le parti Titaninjazana en a obtenu 7, le RTM en a obtenu 1, tandis que le parti Tik Madagascar a remporté 20 sièges. De son côté, l'indépendant Mounzarou Indef Zaftimval n'a obtenu aucun siège. Le mouvement Gaskar s'est vu attribuer 3 sièges et l'Irmar 23 sièges. Par ailleurs, les résultats de nombreux bureaux de vote ont été annulés en raison d'irrégularités, surtout dans la commune urbaine d'Atananarivo. Cette décision a été prise par le tribunal administratif. En outre, le tribunal a ordonné la tenue de nouvelles élections dans certaines communes. Toutes les décisions rendues aujourd'hui concernant les résultats officiels des élections municipales seront publiées dans le journal officiel de la République. Chaque candidat en recevra une copie selon les informations. Pour les communes en périphérie d'Atananarivo, la proclamation des résultats des élections municipales s'est bien déroulée. Les résultats ont été généralement conformes à la loi, ont déclaré certains nouveaux maires élus lors de l'audience publique au tribunal administratif aujourd'hui. Malgré les nombreuses irrégularités, fraudes et achats de voix signalés, le tribunal a joué son rôle, a souligné le nouveau maire d'Ambomangakely, élu sous la bannière indépendant. Selon nous, le tribunal administratif a rendu une décision juste et équitable, et nous remercions les juges pour cela. Bien que des plaintes aient été déposées, le tribunal a fait triompher la justice et la vérité, ce qui a permis de garantir la régularité des résultats. Le verdict du procès, rendu mercredi, a abouti au rejet de ces plaintes. Chacun a le droit de porter plainte, mais seul le tribunal a le dernier mot. Dans la commune de Talatavulnunch, le candidat du team avait initialement remporté les élections selon les résultats au niveau de la CEC et de la SRMV, mais la CENI a inversé ces résultats durant la proclamation des résultats provisoires. Aujourd'hui, la justice a rétabli la vérité en proclamant officiellement Tukola Kutundazak, candidat du team, maire pour les 5 prochaines années de cette commune. La vérité a triomphé aujourd'hui lors de la proclamation des résultats officiels, et nous rendons grâce à Dieu. Selon les résultats de la CEC et de la SRMV, la liste team numéro 3 avait remporté la victoire, mais ces résultats ont été modifiés par la CENI. Nous remercions le tribunal pour son jugement. Pour l'instant, seul le nombre de conseillers a été communiqué par le tribunal.
Pour la commune urbaine d'Atananarivo, le tribunal a prononcé plusieurs annulations. Ces décisions sont principalement motivées par des irrégularités telles que le gonflement des voix en faveur de certains candidats, la présence de signatures falsifiées ou irrégulières sur les listes, ainsi que le vote forcé de certains groupes de forces de l'ordre dans différents bureaux de vote. Les déclarations du président du Sénat, le général à la retraite Richard Avalmanan, concernant la situation qui prévaut dans le pays, continuent à défrayer la chronique. Le président du Sénat avait déclaré lors de la journée des officiers le 12 janvier dernier que renverser le pouvoir à Madagascar était impossible car ses initiateurs n'auraient aucun suiveur. Suite à cette déclaration, plusieurs interrogations restent en suspens. D'abord, en tant que chef d'institution, le président du Sénat pouvait-il émettre un tel avis? Par ailleurs, lors de cette déclaration, le général à la retraite était entouré d'officiers en activité, d'où la question qu'en tant qu'officier supérieur à la retraite, peut-il encore commander des officiers en activité? Si tous les généraux à la retraite donnaient ainsi des ordres aux officiers en activité, ces derniers le obéiraient-ils? Sinon, cela n'équivaudrait-il pas à la reconnaissance de l'existence d'un deux poids deux mesures dans le pays? Le président du Sénat a aussi fait valoir que le régime actuel ne faisait qu'œuvrer pour le développement du pays. Le pouvoir en place fait tout pour développer Madagascar. C'est ainsi qu'il a lancé le projet Autoroute. Pourquoi lui en veut-on pour ça? Il veut construire des infrastructures dans les régions. Pourquoi lui en veut-on pour ça? S'il avait fait des détournements, on aurait accepté. Cette déclaration soulève d'autres questions. Quel est l'état d'avancement du projet Autoroute à l'heure actuelle? Jusqu'ici, on n'entend que les plaintes des paysans producteurs qui s'insurgent contre le remblaiement et l'enlisement de leurs rizières exacerbés par les dernières pluies. Où en est le projet téléphérique? Ce sont pourtant les prochaines générations qui vont supporter le fardeau de la dette. Qu'en est-il des différentes infrastructures envisagées au niveau des régions? Ont-elles amélioré la vie des Malgaches? À cause des actes de vandalisme et de pillage, les incendies de forêt et le trafic illicite qui ternissent l'image du pays, le tourisme risque de se trouver dans une mauvaise passe, la nature étant le principal produit touristique du pays. Le tourisme est pourtant un secteur porteur de la relance de l'économie malgache. Madagascar dispose d'un riche patrimoine naturel et culturel. Les opérateurs touristiques ont appelé à une prise de mesures pour sauver le secteur hier lors d'une conférence de presse à Ivatu tenue par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Ces pratiques nuisent à l'image de Madagascar. Pour y remédier, 3 actions doivent être entreprises. Tout d'abord, il est essentiel de sanctionner sévèrement les responsables. Ensuite, il faut renforcer l'éducation pour sensibiliser la population. Enfin, il est crucial de créer des emplois dans les zones rurales. En l'absence d'alternatives économiques, de nombreuses personnes s'adonnent encore à la culture sur brûlis ou au tavi. Chaque projet touristique doit intégrer la population locale en leur offrant des opportunités de revenus. Avec un accès à des sources de revenus stables, on peut espérer qu'il n'est plus besoin de recourir au feu de brousse. Par ailleurs, atteindre l'objectif d'1 million de touristes à l'horizon 2028 demeure encore difficile, ont affirmé les acteurs du tourisme. Des améliorations sont nécessaires au niveau des infrastructures, notamment routières et aériennes. Par ailleurs, il faudra encore renforcer les capacités d'accueil du secteur. C'est une vision, mais selon moi, il reste encore à mettre en place les moyens pour sa réalisation. Cela inclut l'amélioration de la liaison aérienne, le développement des infrastructures hôtelières et routières, le renforcement de la sécurité, ainsi que la formation des personnels. Par exemple, j'ai entendu parler de la création de 16 000 chambres supplémentaires dans le secteur hôtelier. Conformément aux normes, chaque chambre nécessite un personnel formé, ce qui implique que 16 000 personnes devront être formées d'ici 2028. Cela exige une planification rigoureuse. Notre école est prête à relever ce défi, mais il est clair que nous ne pourrons pas y parvenir seuls. L'État devra également s'investir
notamment par l'augmentation du nombre d'écoles. Lors de cette conférence de presse, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a fait le point sur les réalisations accomplies ces 5 derniers mois. Bien qu'une hausse du nombre de touristes ait été constatée en 2024, les objectifs fixés n'ont pas encore été atteints. Les opportunités commerciales au Canada sont nombreuses, ont affirmé les acteurs du secteur, mais les entreprises malgaches peinent encore à s'y implanter. La distance géographique, la concurrence internationale et l'incapacité à répondre aux exigences du marché canadien, qui demande de grands volumes de production, en sont les principales raisons. Pour faciliter l'accès des entreprises malgaches au marché canadien, une mission économique et commerciale, ou MEC, est organisée cette année. Cette mission permettra aux entreprises malgaches de se rendre au Canada afin de développer leurs activités commerciales. Nous, au sein de la CanCham, notre rôle, c'est vraiment de faciliter les échanges économiques et commerciaux ainsi que culturels entre le Canada et Madagascar à travers la mission économique et commerciale qu'on organise chaque année. En fait, nous emmenons des entreprises malgaches au Canada pour éventuellement créer des relations, des partenariats stratégiques avec des entreprises canadiens et percer le marché canadien. Nous emmenons des entreprises dans différents secteurs. Nous mettons un petit point de focus sur le secteur agribusiness, mais nous ouvrons également actuellement sur d'autres secteurs, notamment le digital, l'artisanat, la santé, l'éducation, les formations professionnelles. Voilà. Une session d'information sur la 6e mission économique et commerciale au Canada s'est tenue aujourd'hui à Atanagen. Les inscriptions pour les entreprises intéressées à participer à cette mission se clôturent le 21 janvier prochain.